Effectivement, ces images, comment avez-vous, à titre personnel, vécu cette réunion? C'est la première fois que vous vous retrouvez en face du chef de l'État dans un tel contexte, avec autant de pouvoir. C'est en effet la première fois. C'était impressionnant. Cette réunion se devait quelque peu formelle. Elle a tout de même été très chaleureuse. Il y a autour de cette table des hommes de courage. Tous le sont, d'une certaine façon. Je parlais là du courage politique en situation. Et ça nous amène à parler de ce qu'on appelle l'ouverture. Justement, monsieur Rocard, tout de suite. Reprenons la formule de Mercurol, il y a ceux qui, il y a ceux qui devraient être là, qui ne sont pas là, les centristes par exemple, pourquoi? À l'exception de Durafour et de Pelletier. Je crois que l'important, c'est que tout le monde en France comprenne bien ce qui se passe, qui n'est pas très simple, mais qui est pourtant limpide dès qu'on le décrit. La gauche et la droite, ça existe partout dans le monde, ça existe dans les démocraties, ça existe en France depuis des décennies. Autour de quoi? Deux problèmes, l'Église, l'argent. L'Église, il n'y a plus de matière à décision de puissance publique, on ne se bat plus, les esprits s'apaisent. L'argent, toujours un vrai problème. Toujours un vrai problème. Comment le partager? Quel pouvoir ont ceux qui en ont? Le vrai problème, gauche-droite. Et puis nous monte un nouveau problème énorme. La France est à deux vitesses. Nous avons des forts, des performants, des exportateurs, 129 entreprises en pointe mondiale, tous leurs cadres sont bien formés, tous leurs ouvriers sont fiers et bien payés et compétents. Puis nous avons la France de la petite vitesse. D'abord l'essentiel de la population féminine, vite marginalisée sur le marché du travail, un quart, sinon 40% de nos jeunes, beaucoup des travailleurs étrangers que nous avons fait venir, ne l'oublions jamais, et c'est par rapport à cela que se pose le problème. Et il y a au fond de politique, une politique place au fort. N'amputons pas le train rapide de charge pour aider les autres, tant pis. Et s'ils se fâchent, police. Et puis il y a la politique de la France solidaire, des valeurs de la Déclaration des droits de l'homme, de ce que le président de la République, qui vient d'être réélu à ce titre, appelle les valeurs républicaines. Mais manifestement. Et cette bataille-là, excusez-moi, mais j'ai fini presque, cette bataille-là ne coupe pas la France au même endroit que l'autre. Et c'est la difficulté. Manifestement, vous souhaitiez, et vous souhaitez toujours, j'imagine, que socialistes et centristes se retrouvent justement sur cette ligne, la ligne de la solidarité. Vous avez échoué. Je ne prendrai pas de définition organique. Les socialistes, plus tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs républicaines, quand le problème de savoir si les exclus, on les traite par la répression, par le rejet, ou en leur donnant une aide à s'insérer, etc. Soyons là-dessus bien clairs. Tous ceux-là, qui ne sont pas seulement des centristes, qui ne sont pas tous les centristes, mais chez les centristes il y en a beaucoup, peuvent se retrouver autour d'une majorité républicaine. C'est possible. Est-ce que vous avez tendu la main au cours de ces 48 heures à ceux qui n'ont pas voté pour François Mitterrand? Mais la main a été tendue par une autorité plus forte que la mienne. Le président de la République l'a constamment dit, l'a écrit dans sa lettre à tous les Français, l'a répété le soir de la victoire électorale. Et puis mardi, dès lundi et mardi sont tombées des déclarations graves, respectables, légitimes, loyales et parfaitement courtoises de M. le Président Giscard d'Estaing, de M. le Premier ministre Raymond Barre, de Mme Simone Veil, de la formation centriste, de la formation UDF à l'unanimité, refusant toute hypothèse de gouvernement de concentration républicaine. Oui, mais ils disent qu'ils attendaient. Oui, c'est vrai, mais ils disent qu'ils attendaient de connaître votre projet. C'est un faux semblant, cela. Il a rarement été mené une campagne électorale présidentielle avec un document aussi dense et aussi précis sur les orientations, pas la table des matières administratives des décrets, mais les orientations sont claires, que la lettre à tous les Français. On ne peut pas dire cela. Est-ce que vous allez faire une déclaration de politique générale à l'Assemblée? Est-ce que vous allez demander la confiance à l'Assemblée qui est dominée, je le rappelle, par le RPR et l'UDF actuellement? Cette décision dépend d'une autre, et cette autre, c'est le fait de savoir si le président, après avoir terminé ses consultations, il est en train de le faire, ça termine demain matin, va dissoudre ou non. Et là, quel est le problème? Si nous ne dissolvons pas, si le président de la République, pardon, qui a seule autorité pour en décider, ne dissout pas, cela veut dire que nous cherchons inlassablement à réaliser cette ouverture dans les esprits, dans les cœurs, dans les projets, dans les hommes. Mais cela veut dire que le gouvernement de la République française n'a pas de majorité. Que dans toute négociation internationale grave, il en est en cours, un sommet européen vient, nous serions sous suspicion de pouvoir faire mettre en minorité à l'Assemblée nationale le lendemain. Ce n'est ni conforme aux intérêts de la France, à sa réputation internationale, et surtout pas à l'esprit de la Ve République. D'aucuns voulaient la sauver, nous la sauvons. Monsieur le Premier ministre... Dans le cas inverse, si on dissout, on se retrouve dans la bataille droite-gauche classique, avec coincé dans ce qu'on appelle classiquement la droite,
quantité de républicains solidaires du président de la République, et dont certains ont voté pour lui d'ailleurs, au nom des valeurs républicaines, du refus de l'exclusion, de la France solidaire, et nous retardons l'ouverture. Je veux dire seulement que quelle que soit la décision prise, la volonté d'ouverture reprendra dès le lendemain, elle sera manifestée par les textes législatifs proposés, elle sera faite dans l'offre de composition du gouvernement dès le lendemain, s'il y a dissolution, et quel qu'en soit le résultat. Vous venez, Monsieur le Premier ministre, de confirmer implicitement l'information que j'ai obtenue tout à l'heure. On parle d'une dissolution, elle serait annoncée demain. Vous m'informez moi-même sur la date et même sur la décision. Je veux dire ici à quel point le président de la République était soucieux de tout entendre, de pousser sa réflexion dans les plus extrêmes détails de l'analyse des conséquences de l'une ou l'autre solution. Ce qui est d'ailleurs garant du fait que si la dissolution se situe dans les contraintes tactiques ne sauraient l'emporter sur la stratégie qui est la recherche de l'ouverture, disons, républicaine ou disons solidaire. Je me souviens de la déclaration du chef de l'État ici même le 22 mars. Il avait dit « Je formerai le gouvernement ». C'est fait, vous êtes le Premier ministre. Si je ne dissoudrai pas, mais si ce gouvernement est empêché de gouverner par l'Assemblée nationale, alors je dissoudrai. Pourquoi ne pas attendre un discours de politique générale de M. Rocard, du Premier ministre, et attendre un vote éventuel de l'Assemblée? Mais, Monsieur Amar, parce que les personnes concernées, c'est-à-dire les responsables politiques de cette droite républicaine, ont rendu le service à la Ve République d'accélérer les choses pour que nous soyons dans l'instabilité aussi brièvement que possible, la réponse négative a été officiellement et publiquement donnée dans la journée de mardi, pour l'essentiel, par M. Giscard d'Estaing, par M. Barre, par Mme Veil, et par l'unanimité de l'UDF. Le texte est clair. Nous avons reçu une réponse négative. Bien. La composition du gouvernement en a résulté d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas une occasion manquée? Est-ce qu'une nouvelle campagne électorale ne va pas nous faire retomber dans ce schéma droite-gauche que vous regrettez vous-même? Alors, c'est une occasion en partie manquée par ceux qui n'ont pas voulu la prendre. Laissez-moi au passage souligner le courage des responsables politiques, ils sont trois, M. Durafour, M. Pelletier, M. Stoléru, qui ont accepté d'anticiper et de rejoindre la majorité de la solidarité, la majorité républicaine autour du président de la République, avant que la remise en ordre du dispositif de combat électoral ne se soit faite. Ces hommes sont courageux. Certains ici ou là les appelleront des traîtres. Moi, je les appelle des courageux. Il est dans la ligne continuelle de leur conduite et de leurs écrits d'avoir été des soutiens actifs des valeurs républicaines. Ils se retrouvent là où ils pouvaient être, doivent être. Et il était d'autre part essentiel que la totalité des composantes du Parti socialiste soient solidaires de cette volonté d'ouverture. Certains s'en sont surpris, mais ce sont tous les socialistes qui marchent ensemble. On a même dit Valence est revenu. C'était irréfléchi et très probablement stupide. D'ailleurs, Valence n'était pas ce que l'on croit. Les discours de membres du gouvernement à Valence étaient justement des appels à la modération et à l'esprit de responsabilité. On l'a un peu oublié. Mais les socialistes ont réfléchi sur eux-mêmes. Nous sommes des hommes d'expérience et nous sommes capables d'évoluer. Vous avez personnellement téléphoné à Mme Veil, à M. Barre, pour tenter de les convaincre? Je ne répondrai pas à des questions indiscrètes qui mettent en cause des personnes privées autres que moi-même. Merci. Je rappelle que ce matin, vous aviez complété votre gouvernement en annonçant la nomination de 15 secrétaires d'État. Dans leur majorité, les postes clés reviennent aux socialistes. Et l'ouverture politique se limite là aussi à la présence de 3 personnalités de sensibilité centriste. Nous vous retrouvons dans quelques instants. Je voudrais ajouter une phrase. Oui, allez-y, je vous en prie. Je ne pense pas que dans l'histoire de la Ve République, il existe un seul gouvernement créé après une victoire présidentielle où la force politique à laquelle appartenait le président élu est relativement aussi peu de ministres. Et où il y ait un aussi grand nombre, ministre délégué, secrétaire d'État, de personnes extérieures à son propre parti. Et vous comptez les socio-professionnels, effectivement, dans le décompte, tout à fait. Ce sont des hommes libres, tout à fait. Qui ne sont pas socialistes. Nous allons faire le point avec Véronique Saint-Olive et Henri Elie.